Bon, eh bien, je vous avoue qu'au départ, je ne savais pas si j'allais traiter cette deuxième saison de The Mandalorian en vidéo, et je ne sais pas encore si je vous ferai des vidéos régulières après chaque sortie d'épisode, mais ce que je vous propose, c'est que très rapidement je vous donne mon avis sans spoil, et qu'on passe ensuite rapidement en partie full spoiler, pour pouvoir parler tranquillement de tout ce que nous avons pu découvrir dans ce nouveau chapitre du Mandalorian. Bon, et bien pour vous donner mon avis, on va dire que cet épisode a comblé toutes mes frustrations que je pouvais avoir vis-à-vis de la saison 1. Alors ce n'était certes qu'un seul épisode, et on reste sur le principe de un chapitre égale une nouvelle aventure pour notre héros, mais on garde quand même en toile de fond le fil de l'intrigue, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En plus de cela, l'épisode dure environ 50 minutes, bien loin des 30 habituels pour la plupart des chapitres de la saison 1, donc pour résumer, c'était un très bon épisode, mais ne tardons pas plus et passons dès à présent dans la partie spoiler, car je pense que c'est pour cette raison que vous êtes ici. Et je n'ai donc qu'une seule chose à vous dire, il était là, Boba Fett était bel et bien là, et il a donc bel et bien survécu au Sarlacc dans l'épisode 6, le retour du Jedi. La question maintenant c'est de savoir si nous allons le revoir dans la suite de la série, et je l'espère vraiment, car sinon j'avoue que j'aurais quand même vraiment les boules, mais pour autant il était déjà bel et bien là. Il faudrait aussi savoir pourquoi il reste sur cette planète déserte depuis tant d'années, car j'imagine que s'il a survécu, il a probablement les moyens de se sortir de ce trou qu'est Tatooine. Mais on peut toutefois imaginer qu'après son échec, il a probablement eu envie de disparaître ou quelque chose du genre. On peut aussi partir du principe que la perte de son armure pourrait être perçue comme une sorte de déshonneur et de ce fait voir le Mando repartir avec à la fin pourrait le relancer et lui redonner envie de repartir à l'aventure et il faut le dire, on est nombreux à l'espérer aussi. Enfin, bien sûr, comment parler de Boba Fett sans parler de Cobb Vanth? Et oui, les rumeurs étaient donc vraies, et au-delà de cela, les gens avaient vu juste. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques semaines de cela, après la sortie d'un trailer, certains avaient semblé percevoir les traces du jetpack de Boba Fett et son casque sur la motojet utilisée par le Mando. Ces personnes avaient donc vu totalement juste, et franchement, félicitations à elles. Clin d'œil au passage aux personnes qui étaient particulièrement agressives vis-à-vis de ces personnes qui avaient l'œil, car mon dieu j'en ai vu passer pas mal sur Twitter, mais bon c'est Twitter donc c'est un monde à part. Timothy Olyphant est donc bien la personne qui interprète le shérif, ou le marshal comme il l'appelle dans la série, c'est donc particulièrement intéressant de voir un élément qui provient entièrement d'un roman basculer dans une série Star Wars en live action. On a donc bien toutes les scènes cruciales en lien avec ce passage qui nous sont présentées dans le livre, puis dans la série. Bon apparemment d'après certains il y a quelques incohérences, mais dans les grandes lignes je pense que ça retient ce que dit le bouquin, notamment avec la ville qui est en proie à toutes sortes de criminels depuis la chute de l'Empire, Cobb Vanth qui récupère une armure chez les Jawa, puis ce même personnage qui fait régner l'ordre dans sa bourgade en portant cette armure. Et d'ailleurs, je pense que désormais nous avons la confirmation officielle que porter une armure ne fait pas pour autant de vous quelqu'un de particulièrement badass, surtout si vous portez un superbe col roulé rouge en dessous. Mais pour revenir sur un sujet plus sérieux, d'après ce que j'ai pu lire, à l'origine, Cobb se retrouve confronté à un autre personnage dans le char des Jawa, et tous deux convoitent l'armure, et Cobb finit par abattre son adversaire, ce qui lui permet de s'approprier l'objet. Donc c'est différent de ce point de vue-là, mais comme c'est Cobb lui-même qui raconte son histoire à Din Djarin, on peut aussi dire qu'il a retiré la partie dérangeante de son histoire. Mais bref, pour vous parler du reste de l'épisode, que dire si ce n'est que je l'ai trouvé particulièrement plaisant. Dans la saison 1, on pouvait avoir la sensation que les personnages étaient très souvent bloqués dans un espace particulièrement restreint, ce qu'on a pu comprendre vis-à-vis de la technologie qui était utilisée sur le plateau. Mais visiblement, ils ont dû faire évoluer leur méthode, car les protagonistes se déplacent désormais dans des espaces particulièrement grands, comme on a pu le voir dans le dernier arc de ce chapitre. Je tiens d'ailleurs à faire remarquer que Jon Favreau, qui dirige ici son premier épisode, s'est probablement appuyé sur le travail fait par Gareth Edwards sur Rogue One, car on retrouve une similarité dans leur travail de l'échelle. On retrouve ainsi de nombreux plans qui mettent en perspective un humain avec quelque chose de gigantesque. Dans Rogue One, on avait par exemple le plan qui enchaîne d'un chasseur-taille à un Star Destroyer, puis enfin qui nous mène à la gargantuesque étoile de la mort. Ici nous voyons souvent un Tusken mis à côté de la tête du Dragon Krayt, ou bien encore la caméra qui est placée à hauteur d'homme pour nous mettre au même niveau que les personnages lorsque ceux-ci sont confrontés à la créature qui de par sa taille occupe une immense partie du cadre au point de le dépasser totalement. Les plus attentifs d'entre vous auront d'ailleurs remarqué que le cadre s'élargit lors du combat. D'ailleurs, pour revenir sur ce passage, je l'ai trouvé vraiment intéressant, notamment visuellement, déjà par rapport au point que je vous ai cité précédemment, mais également au niveau des effets spéciaux qui étaient juste impressionnants, car il faut pas oublier qu'on est dans le cadre d'une série avec un énorme budget certes, mais néanmoins une série, mais quand quelque chose est quand même bien fait, il faut le dire, et là c'était le cas. Enfin bref, je ne vais pas m'attarder plus sur ce genre d'analyse, car ce n'est pas là où je suis le plus compétent, et je pense que d'autres personnes comme Valou ou Captain Popcorn seront nettement plus compétents dans ce domaine. Je pense donc plutôt que je vais vous citer les clins d'œil et easter eggs que j'ai pu repérer, car vous allez le voir, il y en avait pas mal dans ce premier chapitre de la saison 2.
Alors pour commencer, nous avons dans la première scène de ce chapitre pas mal d'espèces que nous avons pu voir dans les films, comme un Kyuzo ou bien encore des Twi'leks, un Zabrak, et bien évidemment les fameux Gamoréens qui ont apparemment fait un régime depuis le retour du Jedi. On remarquera aussi quelque chose qui m'a pas mal fait rire, mais durant tout l'épisode on nous décrit Boba comme mandalorien, ce qui est tout à fait ironique car depuis The Clone Wars, le canon s'échine à nous dire que Django et Boba ne sont pas des mandos mais simplement des mercenaires. Donc on verra bien, si on le revoit, ce que Boba nous dira à ce sujet. On n'oubliera pas d'ailleurs aussi que Boba déteste les Jedi depuis que Mace Windu a assassiné son père sur Geonosis. Sachant que le Mando cherche justement à retrouver des Jedi mais aussi des Mandaloriens, il risque d'y avoir un petit conflit et j'espère que nous verrons ça. Après cela, nous retrouvons notre cosplayeuse d'Ellen Ripley toujours accompagnée de ses petits droïdes et du célèbre R5D4 que l'on pouvait voir dans l'épisode 4 de Star Wars. Nous pouvons ensuite en venir au fameux Dragon Crate qui a visiblement pas mal changé depuis les versions que l'on pouvait voir dans le Legends où il était littéralement un gros lézard. Alors certes là on ne le voit pas en entier mais il m'a plus l'air d'être un gigantesque serpent. On se rapprocherait alors plus d'un dragon selon sa représentation japonaise. On retrouvera d'ailleurs chez les Tusken le squelette d'une petite créature, ce qui nous rappelle évidemment le squelette à côté duquel passe C3PO dans la mer des dunes. Mais vu la taille de la créature dans cet épisode, on peut en déduire que c'était un jeune dragon qui est mort avant un nouvel espoir. On ferait bien d'ailleurs de garder en mémoire les nombreux Bantha aussi qui ont servi d'appât durant tout cet épisode car on ne leur a pas demandé leur avis et ça c'est franchement pas cool. Après cela, vous aurez possiblement remarqué que la motojet de Cobb est en réalité le réacteur d'un pod de course tel que ceux que nous pouvions voir dans l'épisode 1, la menace fantôme. Lorsque ce même personnage raconte comment il a obtenu l'armure, vous pourrez aussi observer que c'est le seul objet mis en valeur par une lumière dans la scène, ce qui nous indique directement vers quoi se porte l'attention du personnage et non pas vers les babioles que lui présentent les Jawa. On retrouvera par la suite les chiens gardés par les hommes des sables que l'on voyait dans l'épisode 2, les massifs. Vous remarquerez aussi que dans cette scène, le Mando utilise la même technique qu'Obi-Wan Kenobi lorsque celui-ci sauve Luke Skywalker des hommes des sables, à savoir imiter le cri d'une créature. Juste après cela, nous apprendrons à quoi sert le bout pointu du bâton des Tusken, à savoir curer les dents des Bantha. Ouais, je sais, c'était quelque chose d'essentiel et il fallait à tout prix que je vous en parle. Et enfin, plus tard au cours du combat, lorsque Din Djarin n'a pas le temps d'expliquer son plan à Cobb, il frappe le jetpack de celui-ci de la même manière que Han Solo avait pu le faire par inadvertance dans Star Wars 6, ce qui fait décoller de façon peu gracieuse le personnage. Par la suite, lorsque le Mando élimine le dragon de l'intérieur en le faisant exploser, ça peut nous laisser penser et nous faire un écho tout simplement à la façon dont Boba Fett a pu se sortir du Sarlacc. Et après cela, vous remarquerez que les Tusken récupèrent pas mal de choses dans le cadavre du dragon, donc de la viande bien sûr, avec le Mando qui prend de quoi se faire une petite fondue, mais ce n'est pas tout, car les Tusken récupèrent également ceci, et non ce n'est pas un œuf, mais bien une perle de Dragon Crate. Un objet particulièrement rare, car pour s'en procurer, il faut que le dragon soit éliminé, et c'était notamment une mission à réaliser dans le jeu vidéo KOTOR pour pouvoir s'en procurer une. Et enfin bien sûr l'épisode se conclut sur un double coucher de soleil, ce qui me rappelle au passage une scène de l'épisode 2 avec Anakin Skywalker lorsque celui-ci recherche sa mère, avant que la caméra ne nous présente un nouveau personnage de dos équipé d'un armement Tusken, donc le fusil plus le bâton, avant qu'il ne se révèle être Boba Fett. Bref, voilà plus ou moins tout ce que j'ai pu remarquer dans cet épisode et j'attends bien sûr vos retours concernant ce nouveau chapitre pour que l'on puisse échanger tous ensemble dans les commentaires ou bien sur mon serveur Discord dont le lien se trouve dans la description. Sur ce, j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo ou en vous rendant sur mes pages Tipeee ou Utip. Je me permets également au passage de remercier toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Je vous invite bien sûr également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tous les liens sont là encore dans la description. Et enfin moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'est Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.